Vous écoutez Martino. Cube Radio. Nous parlons avec l'analyste politique Nick Payne. Salut Nick. Salut Richard. Écoute, PSPP qui était vraiment l'objet là, de la foudre des bien-pensants qui s'est abattu sur lui parce qu'il a osé remettre en question les dérives de la théorie du genre. Tu en penses quoi? Oui, ou plus largement, il parlait des idéologies un peu extrêmes de la gauche radicale. Là. Je me souviens pas de ces termes, donc ça allait au-delà de ça. Et puis oui, le ciel lui est tombé sur la tête, mais ce qui est particulier dans ça, puis c'est un phénomène récurrent, ça, je trouve, c'est que la réaction de différents acteurs, notamment médiatiques, des commentateurs, des gens des intervieweurs qui l'ont reçu aussi, qui se comportaient un peu comme des procureurs, là, en le coupant tout le temps, puis en essayant de le mettre face à ce qui serait d'épouvantables contradictions. Cette réaction-là, cette action-là, est en disjonction de ce que pense la moyenne des ours. Je pense très clairement, ce qu'a dit PSPP était de l'ordre du gros bon sens pour une grande majorité de la population. Oui. C'est mon impression, je peux me tromper, mais parce que, tu vois, alors, d'une part, les woke ou appelle-les nouveaux progressistes et leur relais médiatique essayaient de focaliser sur la seule question des toilettes non genrées. C'est une tactique très connue, ça. C'est la tactique du microscope, là. C'est-à-dire qu'on regarde juste une affaire puis on dit « Ah, vous êtes une bande d'énervés qui est très, très, très remontée contre les toilettes non genrées. Franchement, c'est-tu niaiseux? C'est pas un sujet important. » Alors que PSPP, dans son propos, là, d'emblée, on comprenait qu'il ne parlait pas que de ça. Les toilettes non genrées, si c'était vraiment juste ça le débat, moi, Richard, je m'en fous un peu. D'ailleurs, on a appris récemment que la commission scolaire ou l'école qui avait fait ça, là, celle dont il était question, je pense en Abitibi là, ou dans ce coin-là, le faisait aussi pour des questions d'économie. Bon, voilà. Jusque-là, moi, pourquoi pas? Mais on a tous compris que c'était la cerise sur un sundae qui, depuis longtemps, grossit. Avant ça, tu avais Mix Martin avec la lettre de la directrice de l'école ou du centre de service qui expliquait aux parents qu'on allait rééduquer les enfants pour leur apprendre les bonnes manières progressistes. Avant ça, tu avais autre chose. C'est ça, c'est que les gens disent, ça va s'arrêter où? Si on le dit, OK, pour les toilettes non genrées, après ça, ils vont faire une autre demande en disant, on a gagné là-dessus. Fait qu'après ça, on va demander autre chose. C'est ça que les gens voient puis perçoivent. Ils sont pas fous, là. Bien sûr. Puis on sait tous que le milieu universitaire est traversé de toutes ces idéologies-là. Il en est imprégné. Les profs et le personnel dans le domaine de l'éducation viennent de là. Ils sont aussi baignés dans ces idéologies-là. Donc, c'est une évidence pour tout le monde que ça ne s'arrêtera pas et c'est certain que jusqu'à la maternelle, on va aller dans ces préceptes idéologiques-là. Et donc, les gens se posent des questions. J'y reviens toujours. Ils se posent des questions notamment parce que tout ça peut mener à ce qu'un jour, leur fils ou leur fille leur disent « je t'apprends que j'étais Stéphane, puis je suis devenu Linda il y a 6 mois, puis là, je prends des bloqueurs d'hormones, et puis mon corps va changer. » Des ados, des fois des enfants. Alors, il y a des implications là importantes. Oui, il y a des affaires qui font peur au monde. On ne dit pas qu'on veut interdire les changements de sexe, c'est rien qu'est-ce qu'il le fait pour les bonnes raisons. Est-ce qu'il le fait parce qu'il y a de la pression sociale, etc., parce qu'il est à la mode, parce que c'est cool, tout ça? Écoute, les Gémeaux ont décidé de non-genrer les prix de meilleure interprétation, OK? Avant, c'était meilleur acteur, meilleure actrice, là, c'est non-genré. Puis il fallait que tu vois ça, là. C'était hallucinant. Il y avait Pierre-Yves Lard, qui était l'animateur de la soirée, puis qui dit « Hey, salut les gars, salut les filles ». Et là, il y a quelqu'un qui monte sa scène, tout ça était mis en scène, en disant « On n'a plus le droit de dire gars puis filles. Il dit quoi? Là, Pierre-Yves Lard dit quoi? Il dit « Il faut dire on est des êtres humains ». Et là, Pierre-Yves Lard fait dire à tout le monde « On est des êtres humains. On est des êtres humains ». Et les gens se lèvent et crient ça. C'était cringe totalement, là. C'était surréaliste, là. Je pense que c'était, je présume, à l'origine, une espèce de tentative de semblant d'autodérision pour désamorcer un peu le ridicule de l'affaire. Mais probablement qu'il y en a qui n'ont peut-être pas pigé tout à fait le second degré. Mais je peux te dire une chose face à ça, c'est que avec les années qui vont passer,
moi, je te gage que les gagnants seront rigoureusement paritaires. Une année, un gars, l'autre année, une fille. Puis le plus vite possible, ce sera Safia Nolin ou une personne dont le genre est un peu incertain ou une personnalité. Non, ils vont trouver des non-genrés puis des non-binaires, là, c'est sûr. Mais Nick, ils disent qu'ils font ça pour accommoder les comédiens québécois non-binaires. Tabarnouche, il y en a combien? Qu'on ne connaît pas encore. On est en train de tout changer les règles de la société pour une infime minorité de gens. Et c'est ça, à un moment donné, que les gens disent, voyons non, ça n'a pas de sens, on est en démocratie, il me semble que c'est la majorité qui règne, pas la minorité. C'est du signalement, c'est une pratique religieuse. Ce milieu-là se parle à lui-même quand il fait des choses comme ça, c'est évident. Je pense que je t'ai déjà dit ça, mais je me répète, là, dans le cas de l'homosexualité, par exemple, ou des orientations sexuelles, les diverses variations dans les orientations sexuelles, on savait, avant que la question des droits des gays et lesbiennes se pose, on savait depuis des siècles et des millénaires que ça existait. On en connaissait. C'était déjà dans la réalité. Les mots existaient dans la langue pour en parler. Alors qu'ici, les personnes trans, on est plusieurs, même si on avait une petite idée là, que ça existait, à découvrir le phénomène à l'heure actuelle. Toi, quand tu allais à l'école secondaire, ou moi, ou au primaire, on faisait pas des jokes de trans, là. Il n'y avait pas une espèce... Le Québec sort pas d'une longue période de transphobie rampante, terrible, contre laquelle il faudrait désormais se battre. Non, on arrive tout à coup avec une idéologie, puis la cause, elle, arrive ensuite. Alors, on est dans un cas de figure complètement différent. C'est vraiment une cause très, très pointue qui touche des fractions infinitésimales de la population, mais une certaine gauche qui est toujours à la recherche de nouvelles victimes, des fois les plus improbables qui soient, et à travers elles, de nouvelles façons de traiter tout le monde de ceciphobe et de solophobe. Voilà, ce magazine des causes et des victimes toujours plus pointu. Et là, qu'est-ce que tu veux? Le gars de 6 pieds 4 avec une grosse barbe qui est fâché parce que tu l'appelles monsieur, là. Écoute, c'est fantastique. Comme nouvelle façon de traiter tout le monde de phobe. Il fallait y penser. T'sais. La prochaine fois, on va dire que le ciel est bleu, puis on va se faire traiter de quelque chose. Et même les woke sont hypocrites parce que dans leur vie personnelle, là, quand ils voient là, un gars, là, un grand gars, 6 pieds 4, là, 250 livres, grosse barbe, ils disent pas, as-tu vu l'individu propriétaire d'un pénis qui se promène? Ils disent, as-tu vu le gars? C'est ça qu'ils disent, Christy. Là, voyons donc, ils sont hypocrites. Non, c'est la recherche de victimes toujours plus improbables. Et puis là, je tiens à le redire, moi, je suis d'accord avec l'idée d'une société hospitalière, chaleureuse, ouverte, qui accompagne les gens qui sont aux prises avec toutes sortes de situations minoritaires, extrêmement marginales parfois. Il faut s'ouvrir, leur rendre la vie plus facile. Et oui, il y a des drames qui se vivent, notamment chez les gens qui sont en dysphorie de genre. C'est tout à fait exact. Et c'est tout à fait exact, je pense, de dire que des gens qui sont pas bien là, avec leur identité sexuelle. Mais est-ce qu'à partir de cette cause noble, on a le droit de traiter tout le monde de phobe tout le temps? Et là, je boucle la boucle de traiter Paul Saint-Pierre Plamondon de populiste, et puis de poilièvriste, là, ce qui serait encore pire que le populisme, apparemment. Là on ne sait plus ce que le populisme veut dire, là, rendu là. C'est pas... Le populisme, c'est supposé être le bon peuple contre une élite qui aurait pris le contrôle, ou l'État profond, ou les gens qui le méprisent. C'est pas ça du tout. Ici, c'est exactement l'inverse, à vrai dire. Les propagateurs de ces thèses-là sont une toute petite élite intellectuelle qui méprise le peuple. Alors, ce serait, à la limite, enfin, je suis en train de m'y perdre moi-même, mais PSPP, je pense, là, ne faisait pas dans le populisme. En fait, je me suis enfargé dans mes pinceaux. Oui, ce serait populiste parce que c'est une petite élite qui veut imposer ces idées-là, mais en même temps, il suffit de le lire et de l'entendre, Paul Saint-Pierre Plamondon, pour voir que
c'est pas emporter. Mais de toute façon, le populisme, il va falloir redonner ses lettres de noblesse à ce mot-là. Si c'est parler au peuple de choses qui intéressent le peuple dans des mots que le peuple comprend, ben tant mieux, Christy. Voilà. Bravo. Là. Merci, il y a un bon côté du populisme. Et mon cher Nick, Justin Trudeau qui n'arrête pas de parler de la crise du logement, en même temps, il ouvre les portes, il ouvre les frontières. Écoute, 500 000 par année de plus d'immigrants, là. Il parle les deux côtés de la bouche. Puis là, tu dis là, qu'on s'en va là, vers un nombre record d'asiles politiques. Oui, c'était dans les nouvelles hier ou avant-hier. Là, je pense qu'on va approcher il se peut qu'on atteigne 57 à 60 000 pour le Canada. Là, demandeurs d'asile. Alors, le record va être battu. Et ce qu'on apprend, donc, c'est les demandeurs d'asile, même si on a fermé Roxham, au Québec, ben, ils arrivent désormais par l'aéroport. Ils arrivent à Montréal. Et Montréal et Toronto sont les deux aéroports où il y a le plus de demandeurs d'asile actuellement au Canada. Le Québec, Montréal, est loin en avant de Toronto, d'ailleurs. Moi, ce que je retiens dans ça, c'est d'abord une chose, les gens qui nous disaient que la fermeture de Roxham entraînerait une catastrophe humanitaire. Les gens arriveraient en raquettes, en canot, en chaloupe, dans des tunnels. Tu comprends, les pieds gelés jusqu'aux genoux, avec toute leur famille sur le dos. Ben, ce n'est pas arrivé du tout. Ça se passe pas du tout comme ça. Et c'était des personnes, des experts là, qui nous expliquaient ça doctement, dans des émissions très sérieuses de Radio-Canada. Vous allez voir, tu bouches un trou, ça va arriver par là. Ça ne s'est pas produit comme ça. Et ce qu'on constate, encore une fois, c'est que c'est probablement une nouvelle filière là, d'immigration pour l'immigration économique régulière. Il y a des gens qui, bien sûr, fuient des situations difficiles et dangereuses, mais globalement, ce sont des gens qui arrivent avec leurs valises, leur manteau de fourrure, la petite famille. J'exagère à peine. À l'aéroport, là. À l'aéroport, ils ont acheté un billet d'avion. Ben c'est ça, ils ne traversent pas un lac en nageant, là, ils vont à l'aéroport. Oui. Pourtant, au Canada, on continue de nous vendre ce phénomène-là comme étant l'ouverture, la bonté envers la misère humaine. Le Canada serait à ce point le meilleur endroit du monde qu'il faut comprendre que tout le monde veut y venir. Évidemment, ce qu'on comprend surtout, c'est qu'il y aura de l'aide sociale et tous les privilèges dont nous jouissons, nous, ici, gratuitement là, pour ces gens-là, presque dès leur arrivée. En fait, on les loge. Alors, c'est bien évident qu'on attire beaucoup de monde. Et là, il y a ceux qui disent « Ah, vous voyez, on vous l'avait dit que fermer Roxham ne réglerait pas le problème migratoire, parce que réchauffement climatique, parce que problème économique. » Ce que ces gens-là oublient de dire, c'est qu'Ottawa a modifié en douce les règles pour l'obtention des visas, notamment les demandeurs, c'est-à-dire les touristes, comme par hasard, à peu près en même temps qu'on a fermé Roxham. Désormais, un demandeur de visa touristique n'a plus à faire la preuve qu'il va retourner chez eux. Du Canada. Ben c'est ça. C'est ça. Léger détail. Ensuite, on a fait un trou dans nos lois. Après ça, on dit, mais mon Dieu, il y en a beaucoup qui se présentent. Ben oui, mais tu sais, no wonder, comme on dit, c'est pas surprenant. Effectivement. Ce qu'on comprend très bien, c'est qu'Ottawa tient à recevoir tout ce monde-là. Il tient mordicus. Je t'en donne une autre qui est passée un peu sous le radar. Lorsqu'on a renégocié l'entente sur les pays tiers sûrs, tout le monde pense que c'est réglé puis que désormais, tu ne peux plus passer de façon irrégulière. Ce n'est pas exact. Désormais, si tu passes de façon irrégulière et que tu restes sous le radar pendant 14 jours, tu peux ensuite faire ta demande d'asile comme lorsque tu passais par Roxham autrefois. Alors là, c'est clair que le forfait tout inclus des passeurs va inclure 14 jours au motel Jean-Guy dans le rang quelque chose. Ou pire encore, les gens vont être dans un camion de pain ou un truck de... C'est les suites, c'est les impacts du fameux tweet que Justin Trudeau avait lancé en disant « Miséreux du monde entier, pointez-vous chez nous, on va vous recevoir, vous accueillir les bras ouverts. » Merci Nick Payne, merci, bonne journée. Au plaisir, salut. Merci à toi. Salut Nick. Vous écoutez Martino. Écoutez au moment qui vous convient en vous rendant sur l'application Cube ou sur le site cube.ca.